Alors, nous sommes de retour après cette attaque. Je vous disais au début de l'émission, voilà, je voulais pas sortir l'article avant l'émission parce que je savais qu'ils vont lire l'article, ils vont voir, ils vont nous pourrir la gueule. Donc, voilà, je saurai pour la prochaine fois. Maintenant, on est de retour, on a pu sécuriser deux, trois choses. Si jamais ça retombe, et je dis ça aussi à ceux qui cherchent à nous pirater, vous êtes complètement stupides en fait. Parce que vous pensez pas, vous réfléchissez pas 2 minutes que je peux parfaitement juste arrêter le live, c'est pas grave. En live, c'est pas grave. Je peux enregistrer l'émission et sortir la vidéo en bloc. Et si vous faites tomber le site, il y a 50 000 plateformes où je peux partager l'information. Est-ce que vous êtes stupide? Est-ce que vous faites exprès de vous exposer comme ça? Je ne sais pas, vraiment, je peux pas comprendre comment vous pouvez être aussi stupide en fait. Bref, je m'adresse à ceux qui piratent et à ceux qui donnent les ordres de nous pirater. Vous pouvez rien faire. Arrêtez, juste vous vous exposez bêtement en fait. Juste arrêtez de me casser les couilles. Parce que plus vous le faites, plus je vais aller vous trouver jusqu'au dernier, vous exposer à la lumière. Donc juste arrêtez. Occupez-vous de vos pognons, laisse-moi faire de mon truc là. Ok? Donc je suis là pour exposer, je le ferai. Vous ne pouvez pas m'arrêter, ni moi, ni tous ceux qui le font avec le cœur. C'est comme ça, c'est écrit. Donc, maintenant, puisqu'on parle de ça, allons-y directement dans le vif du sujet. Ok? Donc, Viginum ou le disarme de la SGDSN. Donc, SGDSN qui veut dire le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc, en gros, c'est les renseignements, c'est la DGSI et DGSE, en gros. Ok? C'est eux qui sont l'État profond. C'est là-dedans qu'il y a toute la saloperie qui est construite, etc., etc. Et c'est à partir de là qu'ils contrôlent le narratif, qu'ils font tout un tas de trucs chelous, d'accord, qui permettent à des attentats de se produire et qui ensuite développent des narratifs autour. Je ne dis pas que c'est eux qui les font, je dis ils permettent. Donc voilà, et voilà pourquoi cette émission-là, elle les dérange, elle les fait chier en fait. Donc, on va apprendre ça depuis le début, ok? Introduction. Hop, je regarde en même temps, j'ai des messages là parce que j'ai des personnes qui veillent. Alors, le plus grand scandale lié à la liberté d'expression a éclaté récemment aux États-Unis avec des répercussions qui touchent aussi la France. Un lanceur d'alerte avait rendu public des documents qui nous permettaient de constater l'existence d'un groupe opérant dans l'ombre à l'origine de la censure dans tout l'Occident. Ce groupe s'appelle Cyber Threat Intelligence League, signifiant Ligue du renseignement sur les cybermenaces, et les dossiers en question s'appellent les dossiers CTIL. Donc je vous mets ici des articles où j'ai abordé ça en profondeur si vous voulez comprendre de quoi il s'agit. Et faites-le, prenez, si vous voyez, c'est du sérieux. Si je reçois des attaques, ce n'est pas parce que je me trompe. Et donc, allez voir pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre le complot et qui est derrière. Voilà, parce qu'ils essaient de nous prendre pour des cons et à nous mettre des narratifs complotistes à la con pour qu'on finisse par croire je ne sais pas quoi. Non, non, on n'est pas cons à ce point-là. Alors, ce groupe trouve ses origines dans le gouvernement américain qui a collaboré avec le gouvernement britannique pour contourner l'utilisation du renseignement lié à la menace cybernétique, affirmant qu'un cerveau humain est piratable de la même façon. Donc, les mêmes principes qui sont utilisés pour protéger les ordinateurs des piratages doivent être appliqués pour protéger les humains du piratage intellectuel. Et c'est là que l'idée de la sécurité cognitive a commencé à être accessible au plus grand nombre. Mais la CIA et les services secrets américains travaillent dessus depuis les années 50. Donc, en fait, tout ceci est la continuité des expériences MKUltra qui ont été initiées par les nazis. Le piratage de l'esprit humain. D'accord? Le piratage de l'esprit humain, sécurité cognitive, c'est la même chose. Ok? Les nazis ont commencé, les Américains ont continué, l'Occident est en train de le finir. Ok? Ces dossiers expliquent comment le gouvernement américain, britannique et toute l'UE ont contourné la loi en utilisant le secteur privé pour censurer et attaquer tous ceux qui s'opposaient au narratif officiel, autrement appelé propagande étatique. Pour le faire, ils ont réadapté un outil de manipulation des masses et d'analyse et organisation des principes de la désinformation, appelé AMIT, créé par une institution qui s'appelle MITRE. En grec, ça veut dire littéralement matrice, donc matrix.
une sorte de nébuleuse centrale entre gouvernement, industriel, secteur privé et un tas d'autres entités qui n'ont rien à faire ensemble dans une démocratie. L'entité qui a adapté cet outil s'appelle Disarm et l'outil en question est un cadre, donc c'est un framework, le mot en anglais, qui permet l'organisation et la synchronisation entre différents acteurs tout autour du globe. Et donc là, je vous ai expliqué en profondeur dans ces deux articles-là, qu'est-ce que c'est que ce framework Disarm, qui l'utilise, qui l'a créé, pourquoi ils l'ont créé, etc. Et vous avez dedans l'armée qui est impliquée, vous avez dedans l'OTAN qui est impliquée, vous avez dedans la CIA qui est impliquée, vous avez dedans l'Union européenne qui est impliquée. Et donc, voilà, et je vous ai montré dans le deuxième, je vous ai donné des exemples concrets dans lesquels, par exemple, pirater quelqu'un de l'opposition et mettre des trucs compromettants sur son ordi ou je ne sais pas, faire des trucs chelous comme ça pour le mettre hors d'état de nuire, c'est la technique T0011, okay, dans celui-là, le framework Disarm. Ils sont en train de faire là, pendant que je fais cette émission en direct, ils sont en train de le faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, voici une version qui englobe le tout et qui donne des exemples concrets de l'utilisation de cet outil pour manipuler l'opinion publique qui, visiblement, est devenue la cible centrale des gouvernements occidentaux. Donc là, vous avez une introduction qui englobe les 4 articles au-dessus en 40 minutes, mais le mieux, c'est d'aller comprendre par vous-même de quoi il s'agit, parce que une fois que vous comprenez ça, vous pouvez délier petit à petit les chaînes que vous avez dans la tête et qu'ils ont mis. Alors, prenez le temps à explorer les sujets en profondeur, car si vous le comprenez, vous briserez automatiquement les chaînes qui ont été mises dans votre cerveau depuis votre naissance. Mais revenons maintenant au sujet central de cette émission, l'implication de la France dans tout ceci. Les dossiers CTIL sont actuellement entre les mains du Congrès américain, qui a ouvert une investigation après avoir vérifié l'authenticité des documents rendus publics par le lanceur d'alerte. Dans ces dossiers, on apprend qu'Emmanuel Macron était un grand consommateur de ces méthodes de manipulation de masse à travers la désinformation. Et là, vous avez un extrait de l'article CTIL tout en haut, là, celui-là, ok? Dedans, vous avez ce petit passage-là. Hop. Dans chaque incident mentionné, les victimes de la désinformation appartenaient à la gauche politique et il s'agissait notamment de Barack Obama, John Podesta, Hillary Clinton et Emmanuel Macron. Ça met Emmanuel Macron au même niveau quand même que les pires êtres humains qui marchent sur la Terre en ce moment. Et le Congrès américain est en train d'investiguer dessus, c'est pas une blague. Alors, on va commencer avec la commission Bronner. Bon, la commission Bronner, moi je l'appellerai, mais bon, voilà. Cette commission fut un effort foireux qui était censé donner des outils supplémentaires au complexe industriel de la censure en France. Voici quelques extraits de Wikipédia. C'est important de comprendre ça, parce que vous allez voir un petit peu les acteurs qui naviguent derrière. Donc, extrait Wikipédia. Les Lumières à l'ère numérique, ils ont osé l'appeler. Dite commission Bronner, est une commission française chargée de faire des propositions dans les champs de l'éducation, de la régulation des réseaux sociaux, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. La commission est présidée par le sociologue. Il est autant sociologue que moi, je suis pape, mais bon. Gérald Bronner. Depuis 2017, les autorités françaises et européennes multiplient les initiatives pour lutter contre les manipulations et désinformations de l'information sur Internet. Le Parlement français a adopté une loi contre la manipulation de l'information fin 2018. La loi crée un devoir de coopération des plateformes. Ils sont forcés. Qui doivent mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public. Et par ordre public, ils entendent leur plan. C'est là où ça devient mignon. En septembre 2021, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, donc Viginam, qu'on verra juste après, une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information, est mise en place sous l'égide du Secrétariat général de la défense de la sécurité nationale, les renseignements français, donc SGDSN. Bref, allez, je passe tout ça. En gros, ils doivent veiller sur les réseaux sociaux pour la désinformation et tout ça.
En parallèle, la Commission européenne envisage de renforcer son code de bonnes pratiques contre la désinformation en ajoutant des contraintes et des obligations. Ça, rappelez-vous de ça, le code des bonnes pratiques. C'est un cadeau de la CIA qui a été offert à l'Europe, mais on verra ça. La Commission Bronner a 8 thématiques de travail. En fait, je ne vais pas pouvoir faire trop de spoiling pour la suite parce que comme vous avez vu, voilà, j'y vais et maintenant c'est un marathon. Donc je tiendrai parce que, comme vous avez vu, ils essaient de me mettre des bâtons dans les roues. Donc je fais au mieux pour aller le plus loin possible. Mais partagez ces choses-là, aidez-moi, gardez-moi en vue pour que je puisse être protégé. Et parce que c'est ça ma seule protection. Je ne fais pas le poids face à ces gens-là. C'est les renseignements français. Il y a des gens, ils ont le droit de tuer littéralement sans avoir des conséquences. Donc voilà, ma seule protection, c'est vous. Donc voilà, on va continuer. La commission Bronner a 8 thématiques de travail, donc le rôle des algorithmes, le financement des infox, les moyens de développer l'esprit critique, bref, tout ce qui concerne un petit peu le piratage des cerveaux. Voici la liste des personnes qui composent cette commission. Et là, ça commence à être un petit peu intéressant et piquant. Donc, Gérald Bronner. Donc, il est sociologue, membre du conseil scientifique de Conspiracy Watch. Ok, intéressant, Conspiracy Watch, le truc de Rudi Reichstadt. Ok, et il est rédacteur au Point. Mais il n'est pas que ça. Gérald Bronner, après avoir rédigé une thèse sur les enjeux sociologiques de l'aversion à l'incertitude, Gérald Bronner est nommé maître de conférence à Nancy en 1998. Donc déjà à l'époque, les trucs qu'il écrivait en 1998, avant 1998, il était concentré sur la cognition et la société. C'était son truc, son bébé. En 2003, il publie L'Empire des croyances, pour la presse universitaire de France. Ensuite, il soutient en 2006 une habilitation à diriger des recherches dont le sujet est l'importation de la notion de biais cognitif vers la sociologie. Donc, sécurité cognitive, c'était aux États-Unis, c'était l'institution derrière toute cette manipulation. Là, lui, il est dedans. En janvier 2021, il publie Apocalypse cognitive, toujours le truc, la presse universitaire de France. Alors, rappelez-vous que derrière CTIL, il y a cette idée de sécurité cognitive sur laquelle l'OTAN, la CIA et un tas d'autres institutions ont travaillé depuis les années 50 et même bien avant, suivant les pas des nazis avec leurs recherches nommées MKUltra, entre autres. Il y en a eu d'autres. Donc, on apprend aussi que selon Rachel Sarg, Bronner, il est au début du XXIe siècle l'un des principaux représentants du courant de la sociologie cognitive. En gros, c'est un des plus gros cerveaux en termes de sécurité cognitive en France. Et ils ont mis ça en tête, tu vois. Pendant qu'aux États-Unis, tu avais CTIL et toutes ces choses-là qui étaient en train de finaliser leurs outils. C'est mignon, c'est mignon. Alors, dans la liste, on revient. On a le deuxième, Roland Cayrol. Ça, c'est intéressant parce que là, vous allez voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Écoutez bien. On voit que le gars, il est directeur de recherche associé à Sciences Po. Sciences Po, qui est un truc vraiment popo. Parce que c'est là où vous trouverez les pires influeurs qui sont en train de manipuler l'opinion publique en ce moment, y compris les merguez et tout ça. Mais bon, passons, on va plus loin. Donc, Roland Cayrol. Il est politologue et directeur de recherche associé au Centre de recherche Sciences Po, mais il est aussi directeur de l'Institut CSA, un institut de sondage faisant partie du groupe Havas depuis octobre 2015. Donc Havas, il a un institut de sondage qui s'appelle CSA, lui il est directeur. On va voir qui est Havas. Havas est issu de l'agence des feuilles politiques, la première agence de presse au monde. Très vite, l'interconnexion des marchés financiers lui ouvre des horizons commerciaux entre 1852 et 1857, donc c'est la bonne époque des barons voleurs. L'entreprise se lance dans la publicité et est scindée en 2 branches, l'une pour l'information qui deviendra l'agence France Presse et l'autre pour la publicité. D'accord? Société anonyme, nom d'agence Havas, blablabla, blablabla. Le directeur, c'est Yannick Bolloré. Jusqu'en 2017, les actionnaires principaux étaient Bolloré,
à partir de là, c'était Vivendi. Et là, tu dis, attends une minute, Vivendi. OK, qui est Vivendi? Vivendi est un groupe français spécialisé dans les médias et la communication. Il succède à la campagne générale blablabla de 1953, donc toujours la même époque des barons voleurs. Vivendi est dirigé par Yannick Bolloré, le même que Havas. Okay? Il dirige les deux. Son principal actionnaire est le groupe Bolloré, dirigé par Cyril Bolloré, qui est le PDG du groupe Bolloré. Okay? Voici ce qu'on trouve sur le Wikipédia de Yannick Bolloré. Activité politique, Yannick Bolloré est présent au premier meeting d'Emmanuel Macron. Il est par ailleurs membre au club d'influence Le Siècle, club français où le milieu politique, la justice, les médias et les industriels qui n'ont rien à faire ensemble dans un pays démocratique vont là-dedans pour discuter en toute discrétion. Et essayez d'entrer dans Le Siècle, vous allez voir ce que c'est que la violence policière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Distinction. Il est Young Global Leader au World Economic Forum depuis 2008, ce fameux Yannick Bolloré. Sauf que regardez comment le karma est revenu dans la gueule de Yannick Bolloré et de la famille Bolloré, parce qu'à un moment donné, les Bolloré ont compris quelque chose. Okay? Ils étaient en train de jouer le jeu, servir le plan, etc. Et puis à un moment donné, ils ont compris quelque chose. Écoutez, Bolloré est une multinationale française de transport et de logistique et de communication. Mais là, c'est la section transport et logistique qui nous intéresse. À un moment donné, ils ont dû se rendre compte que la prochaine étape, c'est vraiment l'étouffement de la France. Et ça passe par la paralysie de la France. Ce qui va mettre à genoux le secteur du transport et de la logistique. Et donc, si les Bolloré perdent ces deux choses-là, ils perdent 2 pieds sur 3. Du coup, ça ne tient pas et les Bolloré tombent. Et donc, les Bolloré, ils ont commencé à faire quoi? À résister avec leurs moyens. Et ils ont des moyens parce qu'ils ne sont pas vraiment pauvres. Hein? Et donc, les Bolloré, ils sont un peu en colère. Et les Bolloré sont derrière CNews et TPMP. Et qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? CNews devenir carrément complotiste, au point où même Conspiracy Watch a écrit des choses dessus. Et à TPMP, on n'en parle même pas. Avec Hanouna qui sort des trucs, des fois, tu te dis, mais mec, pourquoi tu fais ça, tu vois? Donc mais par contre, il faut garder en tête qu'ils ont quand même bossé ensemble. Il ne faut pas tomber dans tous les pièges. Et que Yannick Bolloré, ce n'est pas un ange. Okay? Donc, là, ça vous donne un exemple avec ce qui se passe avec les agriculteurs, où vous avez l'autre, là, comment il s'appelle? Lui, vous le connaissez, qui essaie de dire que les renseignements, enfin, il y a des trucs en France qui sont pas comme les médias disent. Voilà, on écoute. Avant d'entrer dans ce studio, je suis passé par le service politique. Et Pascal pour vous dire Praud, notre réactivité, j'ai échangé avec vous et je lui ai dit, mais venez me dire ce que vous me dites hors antenne à l'antenne. Parce qu'il y a inquiétude au plus haut sommet de l'État. Pourquoi? Il y a un changement de ton au ministère de l'Intérieur. On a pu se procurer plusieurs notes récentes sur l'état de la mobilisation des agriculteurs. Figurez-vous, par exemple, hier, la mobilisation est passée de 3000 agriculteurs mobilisés à 9000 en seulement une après-midi. Etc. Et donc, en gros, le mouvement des agriculteurs est en train de devenir gigantesque et les médias ne veulent pas le dire, mais les renseignements le savent. Et Pascal Praud le rend public. Pascal Praud, qui est une des marionnettes des Bolloré. OK? Comme Cyril Hanouna. Donc, Pascal Praud, c'est pour ça qu'il y va, il a la permission de son maître et puis il y va. Alors, d'une certaine façon, les Bolloré sont peut-être les ennemis de nos ennemis, mais au fur et à mesure, d'autres du même calibre vont comprendre aussi qu'ils se sont fait avoir et vont se tourner contre l'État profond français. J'espère qu'ils vont, ils vont ouvrir les yeux, mais ils vont se faire baiser de la même manière qu'ils ont essayé de baiser la population française, en fait. Ils vont prendre cher. Tous les puissants là qui se croient intouchables. Alors, on retourne sur la liste. Il y a des noms après, X, Y, etc. Et puis, il y a une certaine Anne Muxel, directrice du domaine de défense et société de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Ah ouais? Et membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès. Cette fondation Jean Jaurès qui apparaît un peu partout, en fait. Là, elle apparaît aussi avec
Yanis Roder, qui est aussi Conspiracy Watch et qui est aussi Fondation Jean Jaurès. Bien sûr, vous avez Rudi Reichstadt, qui est membre de la Fondation Jean Jaurès et qui est aussi fondateur de Conspiracy Watch. Donc, on apprend par la suite quoi? On apprend que l'armée, une section de l'armée, avec Fondation Jean Jaurès et avec Conspiracy Watch, œuvrent ensemble contre la désinformation. Ils font partie de cette commission. OK? Voilà. C'est pour voir d'où viennent les indépendants. Hein, Reichstadt. On a vu à quel point tu es indépendant. Tu es autant indépendant qu'un esclave attaché avec 50 000 chaînes. Donc, et là, c'est factuel. Hein. Ce que je vous montre là, ce sont les liens Wikipédia, etc. Ils ne peuvent même pas dire non. Parce que le truc, c'est qu'ils sont obligés de mettre ces choses-là pour pouvoir vendre leur tapis. Et donc, ils sont obligés de mettre ça sur leur Wikipédia pour... ils utilisent ça comme crédibilité. Comme genre, regardez qui je suis crédible. Alors, ok, nous aussi, on a le droit de regarder. Du coup, arriver à nos conclusions à nous. Donc, voilà à quoi ça ressemble cette dame-là, Anne Muxel, directrice en recherche de sociologie, blablabla, dans l'école militaire, et membre du conseil de la Fondation Jean Jaurès. Les autres noms de la commission Bronner, Piggy la cochonne ici, on voit la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po, important, apparaître plusieurs fois. Rudi Reichstadt est membre de cette commission, Jean Jaurès, fondateur de Conspiracy Watch, et il est impliqué également avec la Fondation Jean Jaurès. Bref, vous voyez donc que le nom Rudi Reichstadt est impliqué dans cette mécanique de protection de la propagande étatique. Cet individu est tout sauf indépendant et impartial. Mais il est loin d'être le plus dangereux. Si l'on compare le complexe industriel de la censure en France à un corps humain, Rudi Reichstadt serait juste l'anus. Car c'est lui qui est à l'origine de toute la désinformation nauséabonde qui sert à attaquer tous ceux qui résistent à la propagande de l'État. Ces excréments intellectuels que les médias prennent pour se nourrir par la suite. Et ouais les gars, faut pas m'énerver. Hein. Donc, il n'y a pas plus nazi que celui qui voit des nazis partout. Et juste gardez ça en tête. Il n'y a pas plus nazi que celui qui voit des nazis partout. Et là, vous avez un cas, il est obsédé, le gars. Il voit des nazis partout, mais ce mec-là, dans la Deuxième Guerre mondiale, je te jure qu'il serait le premier à prendre du plaisir à faire du mal aux autres. Lui et c'est tous ceux qui sont au-dessus de lui. Alors maintenant, on va faire une petite lecture d'un article que j'ai trouvé très intéressant dans l'Observatoire du journalisme avec cette, cette image assez parlante. On arrive à un thème sérieux. De la loi Avia à la commission Bronner. Infortunée, Laetitia Avia, la députée d'origine togolaise de Paris, espérait son quart d'heure de gloire orwellien avec sa loi sur le contrôle d'Internet, la fameuse loi Avia. Las, la loi a été en grande partie vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel. Pire, après avoir mordu un chauffeur de taxi, la malheureuse Laetitia a été accusée de harcèlement professionnel par nombre de ses anciens collaborateurs. Chasser le naturel, il revient en galop, disait ma mère, la mère de l'auteur de cet article-là. Ce qui revient en galop également, c'est le désir des autorités de disposer des filtres d'information pour que le bon peuple, disposant de bonnes informations, puisse bien voter. Okay? C'est ainsi qu'une énième commission Théodule, alias commission Bronner, alias la lumière à l'heure du numérique, a été mise en place. L'objectif de la commission dirigée par Gérald Bronner consistera à proposer une série de propositions contre les diffuseurs de haine et la désinformation. Devrait donc ressortir de cette commission un ensemble de préconisations attentatoires aux libertés sous couvert de lutte contre la haine. Une sorte de loi Avia, mais sans vote du Parlement, parce que c'est ça aussi. Hein. La commission Bronner a été mise en place sans rien demander à personne. Le risque ici, évidemment, la remise en cause de l'espace de liberté qui s'est créé avec le développement d'Internet. Et maintenant, de la commission Bronner à Viginum. La commission Bronner, à peine mise en place, a vu un de ses membres démissionner et son président être accusé d'avoir propagé des fausses nouvelles. Genre, la commission qui était censée travailler sur les fausses nouvelles avait dedans un membre qui avait participé à la propagation des fausses nouvelles. C'était à propos d'un scandale avec un médicament. Bref, on pouvait rêver mieux comme rampe de lancement. Vient alors Viginum, comme vigilance numérique.
Annoncé par Intelligence Online en février 2021, Viginum, alias Service de protection contre les ingérences numériques étrangères, est rattaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ouais. Alors, on va voir maintenant les CTIL français. Comment expliquer ce genre de phénomène où des comptes différents, qui a priori n'ont rien à voir ensemble, publient les mêmes posts au mot près? Regardez là. Guitou, Déo, Alpin, PFM, machin. C'est un extraterrestre, ce genre de type qui nous arrive que tous les 50 ans. Sachons en profiter. Waouh, quelle originalité. Et puis là, tu as Papou qui dit la même chose. Au mot près. C'est un extraterrestre, blablabla. Mais attends. Là, tu as l'ISEM 3.0, le nom du bot. C'est un type extraterrestre, machin. C'est le même. Et même avec passage à la ligne au même endroit, etc. C'est un copier-coller vulgaire. Voilà. Et on voit de quel côté ils sont, ces bots-là. C'est juste comme ça. En fait, ils espèrent qu'il n'y a personne qui va comprendre, qui va griller ça. Ils ne comprennent pas qu'en ce moment, il y a plein de gens qui se posent plein de questions et ils remarquent ce genre de détails. Et ils cherchent ce genre de détails. Comment ça se fait du coup? Parce que là, concrètement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'Attal est mis au pouvoir et puis après, il y a les bots qui ont commencé à le coiffer et à le faire tout beau, tout propre sur Internet. Des bots, hein? Pas des vraies personnes. Et comme ça donne l'impression que les gens aiment bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur Internet. Non. Comprenez que plus de 60% des comptes sur Internet, Facebook, Twitter, même X maintenant, ça reste plus de 30% de faux comptes, de bots. Okay? Facebook, c'est plus de 60%. Et donc, ça veut dire que la plupart des choses que vous voyez qui vous donnent l'impression que ce sont plein de gens qui s'intéressent à ça, non. Ce sont des bots. Ce sont des faux comptes. Et en fait, justement, leur objectif, c'est de vous donner l'impression que la masse pense ça. Et du coup, vous, par esprit de, comment on appelle ça, de conformement, pour vous conformer, vous comprenez l'idée, vous allez faire comme tout le monde, parce que c'est ce que l'humain a tendance à faire naturellement, en fait. Et donc, ils utilisent les bots pour donner l'impression que les masses pensent ça ou pensent ça. Voilà. Alors, ce n'est pas le seul exemple, parce que vous avez aussi cette réaction en mode orchestre symphonique des perroquets. Alors, Loni Besançon qui dit « Alors que se dessine le plus grand scandale de la recherche clinique française », je peux continuer dans l'autre ici. « Il est temps de comprendre comment une publication d'une très faible pertinence scientifique, voilà, je peux continuer ici, a été utilisée pour pousser à croire à l'efficacité d'un traitement miracle. » Voilà. Et vous avez ces comptes qui disent tous la même chose. Au mot près. Et en plus, lui, il a le doc, compte officiel. Compte officiel, c'est un gars qui a été très utilisé pour attaquer Raoult. Voilà. Et la même chose, copier-coller. Comment ça se fait, ce genre de choses? Tout ceci ne peut pas être organique. Et nous sommes bien en France et pas aux États-Unis. Alors, que s'est-il passé? La réponse est Viginum. Le bébé Bronner étant tué dans l'œuf par leur propre bêtise et arrogance, ils ont dû passer à autre chose. Viginum est le service technique et opérationnel de l'État chargé de la vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, rattaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, donc les renseignements, quoi. Ce service a été créé le 13 juillet 2021. Les missions de Viginum, écoutez comment ça commence, parce que c'est ça qui est rigolo. Après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, il y a suivi une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, une task force Honfleur, je me rappelle parce que j'ai un t-shirt où il y a écrit dessus Honfleur, j'avais fait une émission avec le t-shirt pour me foutre de leur gueule et de leur task force. Et en fait, leur task force, c'est ce qui a posé les bases pour l'arrivée de Viginum. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lors du Conseil de défense du 12 janvier 2021, Emmanuel Macron prend la décision de lancer une mission de préfiguration à la création d'un service à compétence nationale. 4 personnes sont chargées, blablabla, bref. Les missions de Viginum sont de détecter et caractériser tout phénomène de propagation suspecte de contenu mensonger ou hostile sur les plateformes numériques. Donc, c'est eux qui décident qui est complotiste ou pas, en fait. Impliquant des acteurs étrangers dans le but, mais pas que,
dans le but de nuire à la France et à ses intérêts. Il s'agit plus précisément des contenus accessibles publiquement sur les plateformes en ligne. C'est les policiers des réseaux sociaux, c'est le ministère de propagande qui œuvre dans les réseaux sociaux. Okay? Voilà, je vous invite à vous renseigner de votre côté. Je vous donne quelques fils rouges à tirer. Et tout ce que je vous donne ici, c'est accessible à tous. Il n'y a aucune information secrète que je suis en train de révéler. Il n'y a rien d'illégal que je suis en train de faire. D'accord? Je tiens à le préciser. Toutes les informations que vous avez ici, c'est soit dans les journaux, soit dans des articles Wikipédia. D'accord? Soit dans les articles d'université, soit... Il n'y a rien de secret, il n'y a rien que j'ai volé pour sortir ces informations-là. Et tous les liens sont donnés. Je tiens à le préciser au cas où des petits malins aimeraient chercher à jouer les serpents avec moi. Hein? Mon gouste, ça vous dit quelque chose? Bref. Alors, ensuite, Cédric au Viginum transmettra les dossiers à la justice ou à la diplomatie. Intelligence Online présente une troisième option en indiquant que le volet offensif de la contre-ingérence sera assuré par la direction du renseignement militaire. C'est l'armée en face, les gars. C'est une section de l'armée en face. C'est là-dedans qu'il y a l'état profond. C'est pour ça que cette saloperie est difficile à sortir, en fait. C'est les renseignements français qui ont le droit de tuer, en fait, littéralement, sans avoir un impact légal. Okay? Les James Bond français, ils sont derrière. Ils ont le droit d'œuvrer derrière le secret d'État. Ben, c'est là-dedans qu'ils sont allés se cacher. Et c'est depuis là qu'ils œuvrent. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et il ne faut surtout pas être naïf. Il faut être très attentif. Donc, on continue. Je n'ai pas trop envie d'ajouter mes émotions ce soir. Je reste factuel. En gros, ils ont utilisé le même genre d'argument que les Américains pour la création de CTIL. Et ils ont fait exactement la même chose avec l'implication du même type d'acteurs, donc politique, médias, privés, militaires. OK? Alors, Viginum et Macron. Le site de Tristan Mendes France donne un lien direct vers cet article de Radio France qui est très intéressant et donne des détails supplémentaires. Donc, si vous cliquez ici, comme je vous ai dit, je n'ai rien volé. Tout est accessible partout. Donc là, on est chez Tristan Merguez et qui parle de Vignum et qui vous sort cet article de Radio France qu'on va lire quelques extraits. Mai 2017, l'entre-deux tours de la présidentielle est perturbé par la fuite sur le net de dizaines de milliers de courriers électroniques du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. La justice américaine affirmera plus tard que les Macron Leaks, blablabla, c'était des agents russes. Voilà. C'est moi, quand j'écoute ça, je fais comme ça. Et j'imagine que celui qui écrit, il est en train de... Bref. C'est justement pour contrer ce genre d'attaque numérique venue de l'étranger que le gouvernement français a décidé de mettre en place, 7 mois avant les présidentielles, Viginum. Tu veux dire exactement comme ils ont fait aux États-Unis après l'élection de Trump pour éviter que ça se reproduise et qu'ils ont créé du coup CTIL, c'est ça? La même chose, donc c'est protéger le vote. Protéger le vote de qui? Parce que là, les seules choses que vous protégez, c'est le vote des Français. Parce que d'un côté, vous contrôlez les médias qui manipulent l'opinion publique et qui votent pour celui que vous voulez, mais vous avez aussi derrière, si jamais le plan ne se passe pas comme prévu, vous contrôlez toutes les institutions qui feront que de toute façon, c'est votre candidat qui sera mis au pouvoir. Et donc, c'est ça que vous voulez protéger. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors, l'agence Viginum sera constituée d'environ 70 personnes issues de tous horizons, experts en réseaux sociaux, Monsieur Merguez, techniciens et journalistes notamment. Elle aura pour mission de mettre à jour les fausses informations en provenance de pays étrangers qui pourraient déstabiliser le processus électoral français. Ils ont fait la même qu'aux États-Unis. Sauf que vous allez voir, aux États-Unis, maintenant c'est factuel. Tout ça, c'était des conneries fabriquées par l'État profond. Donc en France, c'est la même chose. En France, c'est la même chose. Alors... Selon un sondage de l'IFOP, dit cet article, 79% des personnes interrogées croyaient déjà au moins une théorie complotiste. Des théories qui ont parfois des conséquences très concrètes. Remarque Tristan Mendes France, enseignant et expert des nouveaux usages numériques. Monsieur Merguez, qui a sa gueule partout. Dès que tu parles de désinformation, de manipulation des masses, ping, il y a son visage qui apparaît.
C'est l'incarnation du monteur, en fait, du manipulateur, lui et l'autre là, Reichstadt. Bref, un peu plus loin dans l'article, on peut lire « Les fausses informations prospèrent d'autant plus facilement qu'elles s'insèrent dans un écosystème qui facilite leur financement », insiste de sa part Thomas Huchon, encore un autre spécialiste. Donc, ils te vendent Viginum en te mettant des personnes qui travaillent pour Viginum pour te parler de leur outil, en fait. Ils te donnent l'exemple du film Hold Up, etc., etc. Alors, on explique alors que la France est un pays... donc là, il parlait, après le truc de Samuel Paty, Emmanuel Macron défend le droit à la caricature, donc à l'insulte à la religion islamique. Débute au Pakistan une campagne anti-française qui durera 8 mois jusqu'à la dissolution du groupe radical qui en était l'instigateur. On explique alors que la France est un pays islamophobe, se souvient Rudi Reichstadt. Ah bon, tu trouves qu'il n'est pas? Avec toute la stigmatisation des musulmans en France, tu trouves qu'il n'est pas? Parce que ce n'est pas la France qui est islamophobe. Ce sont les médias mainstream qui sont islamophobes. Ce sont les politiciens avec leurs discours débiles qui sont islamophobes. C'est ceux-là qui sont islamophobes, pas la population. Certains peuvent le devenir parce qu'ils se laissent manipuler par les médias, mais la France n'est pas islamophobe. La France, c'est un pays ouvert. J'en suis la preuve. Bref, fondateur, donc Rudi Reichstadt, fondateur de l'Observatoire du complot Conspiracy Watch. Les mêmes noms qui viennent partout, donc on utilise, en gros on sort Viginum, et puis après on sort l'agence commerciale pour rendre Viginum crédible aux yeux du public, et on utilise qui? On parle Tristan Mendes France, Rudi Reichstadt, Thomas Huchon, les mêmes, ok, qui viennent de Viginum. Et ils se présentent comme indépendants. Mais vous foutez de la gueule de qui? Alors, d'autres, écoutez bien, parce que j'ai une dent contre eux, ils ont une dent contre moi. Bah, voilà, c'est comme ça. D'autres secteurs plus marginaux préoccupent les autorités. Depuis la dernière élection présidentielle, la mouvance QAnon prend peu à peu en France, etc., etc. Un disciple de QAnon a même créé un site marqué à l'effigie du groupuscule Les Décodeurs. Donc, c'est moi, en fait. Je l'ai fait chier, je suis honoré. Honoré que vous parlez de moi, que je fasse partie des raisons pour lesquelles vous avez créé cette institution-là. Je suis vraiment honoré. Et quand un jour, ma descendance va poser la question, t'as fait quoi à l'époque où le 4e Reich essayait de s'imposer? Je dis, j'ai fait quelque chose. J'ai essayé. Je ne me suis pas laissé faire. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas peur. Donc, je suis honoré de me retrouver dans vos attaques. Merci. Alors, Viginum aura donc pour ambition de débusquer ces fausses informations, mais aussi de les contrer. Sous Viginum, vous allez avoir un comité opérationnel de lutte contre les manipulations de l'information, explique Pierre Gastro, dont feront partie des services de renseignement. Donc, Viginum, ils ont les renseignements au-dessus, mais ils ont aussi les renseignements en dessous. Il y aura aussi un comité stratégique chargé d'anticiper une fake news. Anticiper une fake news. Genre, oups, on a fait une merde, on s'est fait griller, sortons une contre-rhétorique avant que tout le monde nous grille. Et un comité d'éthique qui rassemblera... D'éthique, arrêtez d'utiliser ce mot. Et un comité d'éthique qui rassemblera des membres de différents ministères et autorités indépendants comme le CSA pour faire respecter les lignes rouges à ne pas dépasser. Le CSA, les gars. Bref. Ils utilisent la même stratégie que les Américains pour justifier l'existence de Viginum, les menaces cybernétiques. On voit en France la même stratégie au mot près qu'aux États-Unis avec la Ligue de renseignement sur les cybermenaces CTIL. Donc les Échos qui disent « Cette question sur Viginum, nouvelle agence contre les cyberattaques étrangères ». Donc les gars, là au-dessus, excusez-moi, mais ce n'est pas des cyberattaques tout ça. Ça parle de désinformation. Alors comment ici c'est présenté comme un truc de cyberattaque? Vous m'expliquez un peu la logique derrière? Parce que c'est la logique qu'ils utilisent. Parce que s'ils te disent nous sommes ici pour contrer le narratif et machin et trucs, etc., ils savent qu'ils vont se faire griller pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le ministère de propagande du nazi qui est au pouvoir. C'est ça en fait.
Et donc là, vous avez quoi? Vous avez un effort de camoufler ça derrière la sécurité cognitive, la cybersécurité cognitive. Non, de ce que je sache, nos cerveaux ne sont pas encore connectés à Internet directement. On doit encore passer par des écrans, heureusement. Et là, vous avez aussi un autre article intéressant que lui, il vient de l'actu juridique qui vous explique toutes ces choses-là. Viginum, voilà. Donc, néanmoins, ce nouveau service de surveillance de l'information soulève des questions concernant le respect de la liberté d'expression. Ouais, les gars, ouais. Bien sûr. Bien sûr que ça soulève des questions. C'est un outil de propagande, clairement. Mais quels sont les outils de Viginum? C'est là où on va rigoler. Une de leurs dernières bonnes idées, c'est de se lancer à la traduction du framework Disarm, qu'ils utilisent depuis le début. Et là, on voit les liens entre Disarm, le truc aux États-Unis qui veut synchroniser tous les acteurs du monde pour la propagande occidentale, et Viginum. Tout ce qu'on a appris donc sur le framework Disarm a été utilisé par le Macronistan pour protéger la propagande étatique et maintenir Macron au pouvoir. Factuellement. Preuve à l'appui. Ce n'est pas une théorie de complot. Enfin, ce n'est pas une hypothèse de complot, là ça devient une théorie. C'est-à-dire, toutes les recherches, cherche partout où tu veux, tu verras, il y a toujours, à la fin, ça emmène vers le Macronistan. Donc, nous sommes ici sur Viginum FR, Disarm FR, d'accord? Donc, vous avez ici la première page. Tactique, technique et procédure TTPS, donc de la matrice Disarm sur la désinformation. Disarm est une matrice qui permet de comprendre les incidents. Tout ce qu'on a vu, du coup, sur l'article, je n'ai pas envie de monter, mais sur les articles à propos du framework Disarm aux États-Unis, et qu'on avait dit que c'est appliqué en Europe aussi et que ça passait par l'Alliance for Europe et plein d'autres choses où on a montré les liens. Maintenant, on vous donne les liens directs. Pourquoi ils disent dans les dossiers CTIL que le Macronistan est un grand consommateur de ces techniques de désinformation. Et maintenant, vous voyez le pourquoi, pour garder le pouvoir et servir ses maîtres, Macron, et le comment aussi. Le comment, c'est les renseignements qui te sortent toutes sortes d'entités qui piétinent les libertés d'expression et qui ne sont pas du tout légitimes en fait. Il y a eu la loi Avia, elle est passée au Parlement, mais elle a été vidée du Conseil constitutionnel. Ils ont essayé la commission Bronner. Ça n'a pas marché parce que c'était des branleurs. Ils ont dû sortir ce truc-là, Viginum. Voilà, et Viginum, c'est toujours en cours. OK? Et c'est avec ça qu'ils font leur truc et c'est ça qui permet en France de se synchroniser. Mais attendez, parce que là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Et avant de continuer, j'ai besoin de faire une précision. Thierry, l'écran, s'il te plaît. Précision nécessaire. À partir de là, je tiens à préciser que je ne suis pas suicidaire, ok, et que je n'ai aucune activité illégale sur Internet ou ailleurs, parce que je connais leurs combines, je sais comment ils font. Vous savez, quand ils arrêtent des fois des personnes qu'ils veulent compromettre, les policiers, et puis ils mettent dedans un sac de quelque chose qui les compromet, et puis après ils disent « Regarde ce qu'on a trouvé dans ta voiture, viens, on t'emmène ». Ils piègent la personne. Eh bien, ils peuvent faire la même chose sur Internet, en piratant votre ordinateur, en mettant des trucs chelous dedans, et puis après, tu as la police qui frappe à la porte et qui dit « Dis donc, comment ça se fait que tu as ça sur ton ordi ?» Et toi, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, comment c'est arrivé là, tu vois. Et donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire sur mon ordinateur. Heureusement, j'ai des amis qui sont vraiment très, 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 très bons en sécurité informatique et j'ai une très bonne manière de savoir comment ils font. Alors, je le précise du coup, je n'ai pas d'activité illégale, je suis quelqu'un qui n'en a rien à foutre des richesses, qui n'en a rien à foutre de l'argent, qui n'en a rien à foutre du pouvoir. Je suis quelqu'un qui est extrêmement déçu parce que je suis venu dans ce monde pour vivre et je suis né dans un pays où il y avait la dictature. Et du coup, mon droit de vie, il a sauté. Et puis après, on m'a appris que la France, pays des droits de l'homme, du coup, j'ai immigré là-bas, pays des droits de l'homme. Et là, voilà, j'apprends qu'en fait, c'est le pays des droits de certains hommes, pas tous les hommes. Et là, j'étais fâché. Là, j'étais fâché, j'ai commencé avec J'ai un doute, j'ai fait Thinkerview que, voilà, ça m'a coûté assez cher quand même. Bref, on ne revient pas sur ça.
Et maintenant, je suis dans un point, on m'a refusé la nationalité française. OK? Pourquoi? Parce que activité Thinkerview. Maintenant, à cause de toutes les attaques qu'il y a sur Internet, je peux difficilement faire quoi que ce soit parce que dès que tu dois faire un crédit ou une connerie comme ça, bien sûr que ça ne marche pas. J'ai même eu le cas où j'ai voulu louer un appartement. Non, Isabella, ma compagne, voulait louer un appartement et simplement le propriétaire, il a vu que j'étais là et donc ils font des recherches, les propriétaires, ce qui est logique. Et du coup, il s'est renseigné sur moi à travers les articles de Reichstadt et de Merguez. Et le gars, il a flippé. Donc, ils ont fait en sorte à ce que je perde tout. Et donc, je n'ai plus rien à perdre. Mais de ce fait, j'en ai plus rien à foutre aussi. Et c'est pour ça, les activités illégales, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Pourquoi je ferais des choses illégales? Étant donné qu'il n'y a plus rien qui ne m'intéresse d'autre que de défendre la vérité. C'est ma seule préoccupation. Ma seule raison de me réveiller le matin. Il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, les gens que j'aime. Mais c'est justement parce que j'aime certaines personnes que je veux les voir évoluer dans un monde meilleur. Et la seule façon de le faire, c'est de me bouger le cul et faire en sorte à ce que tout le monde comprenne que la population, elle n'est pas méchante. Elle est juste manipulée. Les gens, ils ne sont pas méchants, ils sont manipulés. Et ceux qui manipulent la population, c'est un tout petit groupe que j'essaye de mettre la lumière dessus pour que tout le monde le voit. Et je ne suis pas le seul. Et je suis même un des plus petits qui font ça. Je suis rien. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, des Julian Assange et des gens beaucoup plus grands qui font vraiment changer les choses. Donc je précise tout ça pour que vous compreniez pourquoi il n'y a aucune chance que je fasse des trucs illégaux et pourquoi il n'y a aucune chance que je sois suicidaire. Parce que si je l'étais, je l'aurais fait il y a longtemps. Alors, je le précise, car depuis que j'ai mis le nez là-dedans, moi, ma compagne et la personne qui m'aide avec cette investigation avons été des cibles de piratage qui cherchent à récupérer des informations ou ajouter des éléments compromettants sur nos ordinateurs ou nos comptes sur les réseaux sociaux. OK? Clair? Et vous avez vu le début de l'émission. Le PC de Thierry, il a sauté en panne. La projection Restream, elle a disparu. Elle s'est arrêtée, on ne pouvait pas se reconnecter dessus. Le site internet, il est tombé en panne. Donc, je l'ai dit il y a quelques jours, je n'ai pas d'autre choix, je vais aller lire le tweet. Je n'ai pas d'autre choix que de le dire publiquement. Depuis des jours, moi, Isabella et les sites ADNM et Y-Files sommes sous des attaques de hackers constants. Ils essaient de récupérer de la data ou d'ajouter des fichiers, blablabla. Donc, voilà. Et là, je venais d'apprendre que la personne qui m'aide avec tous ces fichiers CTL et tout ça, voilà. Et puis après, peu de temps après, je vois que quelqu'un a essayé de se connecter sur le compte Twitter en utilisant mon adresse mail. En gros, j'ai vu que c'est un fait qu'ils essayaient de pêcher de l'information parce que le compte Twitter d'ADNM, il n'est pas à mon mail perso. Clairement pas. J'ai un peu plus que 2 neurones. Mais du coup, il y avait quelqu'un qui avait essayé de choper de l'information. Bref, en me faisant croire ça. Donc, ils essayent de pirater aussi le compte Twitter. Et là, j'ai vu la technique du framework Disarm, le cadre des désinformateurs, de la propagande, des chiens de garde de la propagande. Une des techniques qu'ils utilisent, c'est la suivante. Compromettre des comptes légitimes. Résumé, pirater ou prendre le contrôle des comptes légitimes pour diffuser des informations erronées ou des contenus préjudiciables. Voilà. C'est dans le cadre. Et ça va même au-delà de ça, mais c'est le premier que j'ai trouvé. Mais il y en a d'autres où, genre, ils vont pirater la personne, ils vont essayer de la désactiver, à la mettre hors d'état de nuire. Bref. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant, on va parler de l'organisation mère de Viginum. La voici. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, SGDSN, anciennement secrétariat général à la Défense nationale, est un organisme interministériel placé sous l'autorité du Premier ministre français. Il est chargé d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale et d'assurer le secrétariat du Conseil de défense et de sécurité nationale. Depuis le 17 août 2020, le secrétaire général est le préfet Stéphane Bouillon.
Alors, il faudra faire un petit peu le cadre de ce Stéphane Bouillon pour voir qui il est, parce qu'il est à la tête de l'institution de l'État profond. Sous la Ve République, le SGDSN est un rouage essentiel du pouvoir exécutif. Description même de Wikipédia, hein, c'est pas moi qui l'invente. En 2020, il comptait 972 agents, dont 600 travaillaient à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. On va revenir sur eux. Chargés de protéger l'État contre les cyberattaques. C'est là-dedans qu'ils sont allés, hein, les cyberattaques et tout ça. Les autres agents s'occupent de différentes missions allant de la prévention et de la gestion des crises, donc attaques terroristes et épidémies. Vous vous rappelez du faux médecin là, qui a apparu lors de cet attentat avec le touriste allemand? Je vous ai dit non, ce mec-là, il est tout sauf médecin. Ce gars-là, c'est un gars des renseignements. Je mets ma main au feu qu'il fait partie de ces agents-là. Je mets ma main au feu. Je pense qu'il fait vraiment partie de ces agents-là dont il est question là, parce qu'ils disent c'est la prévention et la gestion des crises. Et ce mec-là, ce pseudo-médecin, il est présent à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste quelque part. C'est le premier arrivé ou c'est le gars qui passait là par hasard. Les attaques de Charlie, Bataclan, tout ça, le même. C'est le même médecin, il était de passage par là, le premier arrivé. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des renseignements. Et ils sont aussi à la protection du secret de la défense nationale. Donc, c'est l'outil central de ce qu'on appelle État profond, qui œuvre dans le secret. Ils ont le secret d'État, ils ont la possibilité de tout faire et de rendre des comptes à personne. Qui n'est pas élu. Vous avez élu, vous, machin bouillon, là, je sais pas quoi? Non, personne n'a élu, ni les agents, ni rien. Qui est censé assister les plus hauts placés du gouvernement. Donc, ça veut dire ils sont un peu au-dessus, ils connaissent genre les personnes qui arrivent au pouvoir, ils doivent apprendre, ils sont renseignés par eux. Okay? C'est les gens qui entourent les personnes de pouvoir. Et donc, c'est par là qu'entre en jeu cette idée de Ils sont chargés de protéger l'État contre les cyberattaques. Et ça, c'est important parce que c'est par là qu'entre en jeu cette idée de sécurité cognitive qui a été utilisée par le CTIL. Mais ce n'est pas tout. La SGDSN assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. À ce titre, donc il y a 8 points, et là on va lire le 7e point. Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du gouvernement. Il propose au ministre et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Donc ça veut dire c'est par là qu'il se passe la guerre de l'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est la fameuse ANSSI, que vous trouverez tous les ans à un événement qui s'appelle la Nuit du Hack. Et il y a une bonne raison pour ça. 3 services à compétence nationale sont rattachés au SGDSN, donc les renseignements. Un, c'est l'Agence nationale, donc c'est l'ANSSI, okay, qui compte à elle seule pour 2/3 des agents des renseignements. Ensuite, vous avez l'opérateur des systèmes d'information interministériels classifiés, créé en 2020 par fusion du Centre de transmission gouvernementale et de la sous-direction numérique de la NSI. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont été faits dans ces institutions sous Macron. Et pour finir, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, donc Viginum, qui a été créé en 2021. C'est ça la maison mère du complexe industriel de la censure en France. C'est eux, je dirais même que c'est eux derrière Macron en fait. Je dirais même, en fait c'est eux l'État profond. Est-ce que c'est eux qui décident? Je ne sais pas. Est-ce que c'est eux qui œuvrent? Oui. Donc, c'est les gens qui conseillent les élus. Et c'est les gens, comme c'est écrit ici, qui proposent au Premier ministre, met en œuvre la politique. Ils proposent la politique du gouvernement, parce que c'est comme ça qu'il faut le lire. Ils proposent au Premier ministre la politique du gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information et il le met en œuvre. La SGDSN se trouve
donc à la tête de ce qui contrôle le narratif, avec un pouvoir qui dépasse celui des politiciens, puisqu'il est conseil, avec l'autorité d'œuvrer dans le secret, donc niveau secret d'État. Et dans les rangs de SGDSN, vous avez les James Bond français qui ont l'autorité de tuer sans être poursuivis. Alors encore une fois, je ne suis pas suicidaire. Avec Isabella, nous sommes heureux en couple. Nous n'avons pas d'activité illégale ou quoi que ce soit qui pourrait compromettre nos libertés. Et je tiens à préciser ça car j'ai constaté à l'aide d'un ami qui connaît bien le sujet qu'ils essayent de nous compromettre. Et vous avez témoigné au début du live parce que là, c'était le truc synchronisé. Le site a sauté, le live a sauté en même temps. Donc et le live, c'est un truc, le site, c'est un autre truc. D'accord? Ce n'est pas les mêmes outils. Le site, c'est juste un endroit où on colle les lecteurs. Et là, on commence le live et tu as tout qui tombe au bout de 15 minutes. Donc là, on a changé 2-3 trucs derrière et puis on a pu continuer. Donc, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Est-ce que je suis parano? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais par contre, vu tout ce que j'ai vu par la suite, parce que là, je m'arrête là parce qu'il est quelle heure? Ça fait déjà 45-50 minutes que je suis dessus, peut-être même plus. Votre cerveau, il ne peut accueillir qu'une certaine quantité d'informations avant que ça devienne indigeste. Jusqu'à là, vous avez compris quoi? L'idée, c'est de voir que Macron, depuis qu'il est arrivé, il a fait de nombreux efforts pour prendre le pouvoir sur le narratif, contrôler le narratif. Il a mis en place la loi Avia, qui était anticonstitutionnelle, et donc le Conseil constitutionnel l'a complètement éventré, vidé complètement. Du coup, il s'est dit, merde, je ne peux pas passer par les voies légales, du coup, je vais inventer une connerie. Et donc, du coup, il a sorti la commission Bronner. Et cette commission-là, contexte de circonstances, concours de circonstances ou intervention divine, je ne sais pas, mais il a perdu sa crédibilité au bout d'une semaine. Et les personnes qui étaient dedans ont dû démissionner, bref, et donc du coup, après, tout le monde s'en foutait de ce qu'il disait. Mais avant que la commission Bronner sorte son dossier, quoi, le rapport, pendant ce temps, ils ont créé Vigilant parce qu'ils savaient que le rapport de la commission Bronner, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, tout ça, c'était des efforts constants pour pouvoir mettre en place des outils qui permettent la censure, qui permettent d'attaquer l'opposition, qui permettent de faire des magouilles pour aller voir les émissions sur le cadre des armes. Vous allez voir que vous avez la partie attaquer quelqu'un. Donc, vous avez le narratif, ok? Le narratif officiel, la propagande étatique. Si une personne donne une information qui ne va pas dans le sens du narratif, ils ont plusieurs couches, plusieurs niveaux d'attaque. La première, c'est de dire l'information de telle personne est fausse. Quand ça ne marche pas, du coup, ils attaquent la personne pour dire cette personne est nulle parce qu'elle n'a pas les diplômes et parce qu'elle n'a pas machin et truc. Et puis, ils inventent des choses et ils disent que c'est un complotiste et que c'est un antisémite et que c'est, vous connaissez hein, les étiquettes. Quand ça ne marche pas, ils vont essayer de faire les attaques ad hominem, mais cette fois un petit peu plus sévères, genre des attaques hack de leur ordinateur, de leur compte, etc. Ok? Les attaques sur les finances, heureusement que je suis fauché. Et heureusement que j'en ai rien à foutre de l'argent, parce que sinon, je pense que voilà, ils m'auraient attaqué financièrement. Ils l'ont fait avec PayPal, ils m'ont fait sauter PayPal, et à l'époque, ça m'a piqué un peu. Mais depuis, voilà, on a trouvé une sorte de rythme. Maintenant, on a appris aussi à serrer la ceinture quand il faut. Donc, tout va bien de ce côté-là. On s'adapte. Et maintenant, ils sont aux attaques de l'ordinateur. Bref. Une seconde. Tout ça pour dire que derrière tout ça, vous avez Macron qui œuvre avec la SGDSN, donc c'est les renseignements français, hein, et qui sont là pour maintenir le narratif. Et si vous regardez de ce côté-là, vous voyez aussi qu'ils collaborent avec les renseignements américains. Parce que les outils fournis à Vigilant pour qu'ils puissent œuvrer contre la désinformation sont les mêmes outils qui sont utilisés aux États-Unis. C'est le cadre des armes. D'accord? Et donc, par la suite, on va voir que même les acteurs qui sont impliqués, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes.
On trouve toujours les mêmes noms, les Tristan Mendes France, les Rudi Reichstadt, les renseignements français, l'armée française, bon, ça va quoi. Donc, vous voulez savoir quel est l'état profond, bah, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Vous voulez savoir pourquoi le pays des droits de l'homme, c'est devenu juste un cirque rempli de clowns, sans aucune éthique et morale, sans rien du tout, bah, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Parce que c'est ça, la main du diable, en fait, la main de Satan. Tu vois. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire de ce côté-là. Maintenant, je pense que de mon côté, pendant un certain temps, il va falloir que je lève le pied pour essayer de voir comment ça va réagir. Et puis, voilà, on verra comment ça se passe par la suite. En attendant, je vous propose de passer à la suite pour que je puisse faire aussi une petite pause et respirer un coup. Et j'ai une petite surprise pour vous parce que on va écouter Théo Rudy. On va écouter Rudy qui a un message à nous laisser. Oh, je ne l'ai pas ajouté à l'article. Putain, même ça, c'est... Bon. On va écouter Rudy. OK? Donc, on va aller sur X. J'arrive. Top. Thierry, tu peux partager mon écran si tu veux. Hop, merci. Et notre cher Rudy qui est là. Alors, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Bonjour Léo, donc ça me fait super plaisir d'être là avec vous pour vous faire un petit point sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, pendant qu'en Europe on a beaucoup les yeux fixés sur la grogne des agriculteurs. Thierry, est-ce que tu as moyen de mettre toi la vidéo et de mettre un peu plus fort le volume parce que là je suis à fond et je sais pas, je pense que le son de la vidéo de Rudy elle doit pas être forte. Non, pas ça. La vidéo. Bonjour à tous, bonjour Léo. Le volume à Ça fond. me fait super plaisir d'être là avec vous pour vous faire un petit point sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, pendant qu'en Europe on a beaucoup les yeux fixés sur la grogne des agriculteurs. Donc on va vous parler de ce qui se passe, je vais vous parler de ce qui se passe à la frontière sud des États-Unis, donc entre la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et notamment vis-à-vis du Texas. Le Texas qui partage plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec le Mexique. Donc vous le savez, parce qu'on en a parlé un certain nombre de reprises ces dernières années, depuis que Biden est entré à la Maison-Blanche, il a mis en place tout un tas de dispositions pour rendre cette frontière extrêmement poreuse et laisser le passage à des centaines de milliers, voire peut-être même des millions d'immigrants clandestins. Donc tous les jours, on a des milliers de gens qui traversent cette frontière. Alors que cette frontière, à la fin de l'administration Trump, elle était extrêmement bien sécurisée. On se rappelle qu'il avait voulu construire un mur et qu'il avait presque terminé de construire ce mur à la frontière, bien qu'il ait été moqué par l'ensemble de la presse mainstream et l'ensemble des démocrates. Aujourd'hui, on se rend compte de quelle utilité aurait pu avoir ce mur. Première chose qu'a fait Biden, on s'en rappelle, quand il est rentré à la Maison-Blanche, c'est d'arrêter la construction de ce mur et d'annuler un certain nombre de dispositions qui avaient été mises en place par Trump pour sécuriser cette frontière. On comprend maintenant, 3 ans et demi plus tard, quels sont les enjeux par rapport à cette frontière. Donc voilà, la frontière laisse passer un certain nombre de gens, tous les jours, un grand nombre de gens, et le gouvernement fédéral ne fait absolument rien pour empêcher ces gens de passer. Au contraire, même, il les soutient, il les finance, il les déplace dans différents endroits des États-Unis. Donc on dirait que le gouvernement fédéral trouve un intérêt à ce qui se passe. Face à l'inaction du gouvernement fédéral, le gouverneur Abbott, donc gouverneur du Texas, a décidé de prendre des mesures. Il a commencé par mettre en place des barbelés. Enfin, pas lui directement, mais bon, les agents du Texas ont mis en place des barbelés pour empêcher ces migrants de passer. Il se trouve que dans un geste quand même tout à fait étonnant, l'administration Biden a envoyé des agents fédéraux pour enlever ces lignes de barbelés. Donc pour Abbott essaie de protéger la frontière et Biden et son administration font ce qu'il faut pour supprimer ces protections. Donc en plus, suite à une décision de la Cour suprême qui avait décidé qu'en fait c'était tout à fait légal pour l'administration Biden de faire ça. Donc quand même la situation, vous vous rendez bien compte qu'on marche quand même pas mal sur la tête dans toute cette histoire. Donc Abbott a dit que ça allait pas se passer comme ça et en gros il a envoyé une lettre à l'administration Biden dans laquelle il déclare en fait que le Texas est en pleine invasion, en état d'invasion. Donc c'est l'article 1, section 10 de la Constitution, je crois. Pardonnez-moi si je suis pas, si j'ai fait une erreur là-dessus.
Donc voilà la situation. On a une confrontation directe entre un État quand même majeur des États-Unis, le Texas, et l'administration fédérale. Suite à ça, on a un certain nombre d'États qui se sont positionnés en faveur de Abbott et du Texas. Donc on a, la dernière fois que j'avais regardé, il y avait 25 États qui avaient dit que ils soutenaient la décision de Abbott. Il y a eu aussi un appel public de Trump à tous les gouverneurs qui le souhaitaient d'envoyer des gardes nationaux pour les positionner à la frontière entre le Texas et le Mexique pour protéger cette frontière. Suite à ça, on a aussi beaucoup de citoyens qui commencent à se mobiliser. On se rappelle que les citoyens américains sont en majorité armés, et surtout au Texas où les armes à feu, ça fait partie de la culture locale. Donc voilà la situation. Suite à ça, Biden, qui a quand même été pas mal pointé du doigt sur ce sujet-là, a dit, il a botté en touche comme d'habitude, et il a raconté n'importe quoi. Il a menti en disant que il aimerait bien faire quelque chose, mais que c'est le Congrès en fait qui devait passer une loi qui est en cours de passage au Congrès, et que le Congrès se refuse de passer, et que dès que cette loi passerait, il aurait l'opportunité, il aurait les mains libres pour sécuriser la frontière. Donc c'est faux, il n'a pas besoin de cette loi, Biden, pour faire passer, pour sécuriser la frontière. Un ordre exécutif pourrait complètement suffire. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que le contenu de cette loi, ça consiste toujours à laisser passer au moins 150 000 migrants par mois à travers la frontière, dans un premier point, et dans un deuxième temps, ça consiste à envoyer une énorme quantité d'argent aux alliés américains qui sont en guerre en ce moment, c'est-à-dire Israël, l'Ukraine et Taïwan. Donc dans un moment où le dollar perd quand même beaucoup de valeur, dépenser de l'argent public, encore une fois, à cette fin-là, c'est quelque chose qui passe assez mal aux États-Unis. Donc voilà, en fait, Biden utilise la frontière sud pour faire un chantage pour pouvoir envoyer du pognon, notamment en Ukraine. Donc on se rend compte un petit peu des enjeux qui sont là. Dans tout ce contexte-là, il y en a un autre acteur intéressant, c'est Mayorkas. Mayorkas, il est directeur du Department of Homeland Security, donc ministre de l'Intérieur, si vous voulez. Et ça fait un moment qu'on parlait d'impeachment de Mayorkas. Donc là, le Congrès a avancé un certain nombre de pions dans cette direction, puisque 2 nouveaux articles d'impeachment ont été introduits là, ces derniers jours au Congrès. Donc ça pourrait aboutir peut-être à une procédure d'impeachment pour Mayorkas, et peut-être suivre avec une procédure d'impeachment pour d'autres éléments de l'administration Biden. On va voir comment tout ceci se déroule. Alors attendez, laissez-moi prendre mes notes, voir si je vous ai tout dit. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire tout ça en fait? On se retrouve dans une situation où tout le monde est... on sait qu'il y a une élection américaine qui va arriver en novembre prochain, normalement. Cette élection américaine, ils vont avoir du mal à la truquer en faveur de Biden. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre candidat, même si on se doute que peut-être il y aura un autre candidat, que Biden va jeter l'éponge pour une raison X ou Y et que quelqu'un d'autre va le remplacer. J'ai toujours Michelle Obama en tête. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça va être très difficile de justifier que Trump, qui a un soutien populaire énorme, comme on a pu le voir ces dernières semaines avec les primaires républicaines, perde encore cette élection face à Biden, qui est détesté par à peu près tout le monde aux États-Unis. Donc ça risque d'être compliqué de voler cette élection, pour ça et pour tout un tas d'autres raisons. Pensez à la Space Force, pensez au fait qu'on n'est plus sous Covid, même si, peut-être qu'ils vont essayer de nous repousser quelque chose de ce genre-là. On va voir. Mais utiliser les mêmes ficelles qu'ils ont utilisées en 2020, ça risque d'être compliqué. Une des options pourrait être d'empêcher l'élection de se tenir. Il faudrait une crise suffisamment grave qui nécessite de mettre en place des mesures exceptionnelles qui justifieraient l'annulation de l'élection. Une crise constitutionnelle pourrait être une situation qui pourrait justifier ce genre de choses. Moi, il y a un truc quand même que ça me rappelle, c'est, vous vous souvenez peut-être du tweet de Alexandre Soros qu'il a fait il y a une semaine ou deux, ou qui avait été interprété comme un appel à l'assassinat de Trump. Ça me paraît un petit peu gros que Soros appelle à l'assassinat de Trump, pas qu'ils n'en soient pas capables, mais je pense que si Trump ils avaient voulu, ils avaient pu l'assassiner, ça fait longtemps que ce serait fait. Et or, Trump étant encore vivant, ça prouve peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en exécution ce plan. Par contre, ce que ça pouvait dire, donc on se rappelle, le tweet c'était un impact de balle avec quelqu'un qui tenait $47 dans sa main, 47 pouvant faire référence au 47e président. Ça pourrait être aussi à l'élection du 47e président. Peut-être que c'est pas un message qui voulait dire il faut tuer Biden, il faut tuer Trump, mais peut-être que c'est un message qui voudrait dire il faut qu'on tue le processus électoral, qu'on empêche l'élection de se tenir. Et donc suite à ça, on a eu quand même toute cette crise constitutionnelle qui commence à voir le jour. Ça pourrait être une interprétation plausible. Au milieu de tout ça, on n'oublie pas quand même tout ce qu'on a raconté sur la dévolution et la continuité de gouvernement et tout ça. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un nouveau chapitre de ce grand film qui contribue à
à peindre Biden et son administration sous un jour très très mauvais et à mettre à la lumière de tous leur plan d'immigration massive et quelles sont les conséquences néfastes que ça peut avoir sur le pays, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, on essaie de garder les yeux ouverts par rapport à tout ça. Moi, j'essaierai de vous tenir au courant une fois de temps en temps de l'évolution de la situation. Écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors voilà, pour Rudy, pour ce qui se passe aux États-Unis, et comme vous pouvez voir, ça chauffe en France, mais ça chauffe pas qu'en France. Et aux États-Unis, vraiment, j'ai un ami qui habite au Texas. Vous savez, j'ai appris un truc assez incroyable. Le Texas, s'il ne faisait pas partie des États-Unis, il serait la 8e plus grande économie au monde. Le Texas, à lui seul, il a une économie qui a un PIB de 2,4 mille milliards. Enfin, bref, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est le Texas. Là-bas, il y a la population qui prend les armes. Bref, voilà, un peu ce que Rudy a expliqué en plus. Alors, pour revenir... Ok. Alors, pour revenir à l'article du live, maintenant, on va passer à un autre sujet. Donc, j'ai parlé de la colère des agriculteurs. Là, allez, juste comme ça, cadeau. Voilà. On va aller... Hop, Thierry, l'écran, s'il te plaît. J'ai été à la pêche des bottes. Donc, voilà. J'ai été pour voir un petit peu l'ambiance globale et puis j'ai décidé d'utiliser une stratégie en prenant en compte tout ce que j'ai appris sur le framework des armes. J'ai essayé de tendre quelques pièges pour voir. Okay? Donc, du coup, le matin, j'ai fait ce post-là à 10h45 du matin. Pour le live de mardi, j'ai décidé de faire chauffer les superordinateurs de l'IA de l'État profond français, garder un œil sur les postes suivants et regarder les serpents sortir de leurs trous. Observer à qui ils servent et qui ils protègent. Et donc, si on retourne, hop, à ce moment-là, j'ai fait quelques posts qui étaient un peu plus agressifs que ceux que j'ai l'habitude de faire. Okay? J'y étais un peu comme un porc, comme diraient certains. Et donc, j'ai commencé, voilà, c'est le post en question, 10h45 du matin. Et donc, je commence par lui. Donc, Richard Boutry, que je lui mets une tarte. Et message aux Parisiens habitants des grandes villes, si jamais vous crevez la dalle, allez voir les chauffeurs de salle parce que justement, ce gars-là, il est allé, Richard Boutry, il est carrément allé à Rungis et il disait, mais je ne comprends pas, mais il faut venir, c'est par ici, et machin, et il faut bloquer ici. Donc, le chauffeur de salle, il voulait la même chose que les syndicats et FNSEA. Enfin bref, il voulait faire quelque chose qui allait être dommageable pour les agriculteurs. Et du coup, ça permettrait à la Big Agro de s'imposer définitivement. Donc, Richard Boutry, bien sûr, qui ne parle pas des autres solutions, on n'a rien à foutre des autres solutions. Donc, je parle de ça. Et puis là, on voit les réactions, 42. Je me dis, il a perdu un peu de pouvoir quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo de lui, c'était en 2020, quand il faisait le chauffeur des salles pour faire le 6 janvier à la française. Et j'avais dit, ce mec-là, il parle comme un politicien. Tada! Ok? Voilà. Mais bon, je pense qu'il a perdu de l'élan. Les personnes qui l'entouraient, les Chamberlain et tout ça, qui l'entouraient et qui le poussaient à bosser pour des personnes que lui-même, il ne savait pas qu'il le fait, ils l'ont lâché, donc il perd un petit peu de son influence. Et du coup, je parlais de lui. Juvin Brunet. Message aux Parisiens, etc., etc. Et là, je laisse un message et je dis, si jamais vous crevez la dalle, lui, il fait partie de ceux qui poussent et qui disent, ouais, il faut bloquer. Ok, Juvin Brunet. Et là, le feu direct. Bam, en 10 minutes, il y avait 45 posts. Comme si dès qu'il y avait le mot Juvin Brunet quelque part, avec des commentaires négatifs, les bots, ils venaient genre massivement. Ah, mais ça va pas, que c'est pas bien ce que tu fais, tu divises et tu polarises et tout. Et j'avais laissé cette vidéo de son truc, la Sniff. Pardon, je crois que j'ai pété les oreilles de tout le monde. Hop. Voilà, Sniffy. Donc, vous voyez Juvin Brunet qui vous montre son produit. Et en fait, avec son masque, et en fait, son produit, c'est quoi? C'est une caméra qui va regarder votre visage pendant que vous regardez la publicité ou pendant que vous testez les parfums ou des trucs comme ça. Et du coup, ça va prendre vos visages, ça va reconnaître votre visage, ça va reconnaître vos émotions. Donc, on est dans reconnaissance faciale, reconnaissance émotionnelle et tous les outils qui servent à l'armée.
Lui-même, il dit que c'est un ancien gendarme, etc. Donc bref, il y a tout ce qu'il faut pour que ce gars-là soit un agent. En tout cas, pas clair. Ok. Et donc, je parle de lui. Ok. Autre chose qui est rigolo, c'est une fois que j'ai fait ma vidéo, j'ai dénoncé et j'ai dit c'est pas bien d'affamer les Parisiens. Il a sorti une vidéo pour dire ouais, finalement, c'est la FNSEA qui a demandé de bloquer Rungis et du coup d'affamer les Parisiens, mais ce qui n'est pas une bonne chose. Et il commence la vidéo comme ça. Et puis après, dans sa vidéo, pendant 7 minutes, il t'explique pourquoi affamer les Parisiens et bloquer Rungis, c'est une bonne chose. En gros, il te dit un truc et après, il passe son temps à t'expliquer le contraire dans la vidéo. C'est du foutage de gueule monumental. Et donc, je sais que beaucoup seront là, genre, ah, Léo, tu divises, machin, je n'ai rien à foutre. C'est pas, je suis un peu au-dessus de tout ça, là. Dans le sens où, vu qui j'ai en face, des petites choses comme ça ne me dérangent pas. Et en fait, si vous voulez, je ne suis pas parano, étant donné que j'ai réalisé il y a un certain temps que moi-même, je travaillais pour les renseignements français à mon insu avec Thinkerview. Thinkerview, c'est une construction qui vient des renseignements. Ils utilisent les mêmes principes. Je ne veux pas m'attarder parce que je n'aime pas parler de ça. Je vous ai dit, il y a des risques clairs quand je parle de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Thinkerview, Bertrand, il est venu, il a pris l'équipe de J'ai un doute et il a voulu la contrôler complètement. Je dis non, non, non. Donc, du coup, on a créé une autre entité. Cette autre entité, nous étions la façade. Et lui, c'était celui qui avait le carnet d'adresses et qui faisait les contacts, etc. Et en fait, Thinkerview, Bertrand, il a le gars Sky, il a un langage militaire, il utilise des expressions il est un hacker cognitif et toutes ces conneries-là. Je veux dire, ça va 2 minutes, tu vois. Et là, j'ai réalisé récemment, je me dis, putain, mais en fait, moi, je bossais dedans. Et donc, quelqu'un de l'extérieur pourrait dire, ouais, Léo, c'est un infiltré parce que machin truc. Bah, heureusement, j'ai quitté Thinkerview. Et je dénonce maintenant Thinkerview parce qu'il contrôle, c'est une opposition contrôlée. Donc, et du coup, si moi, j'ai été manipulé au point où moi-même, j'ai pu faire partie de cette machine-là sans mon consentement, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis en colère, parce que en plus de m'avoir pris pour un con et de m'avoir utilisé avec Thinkerview, ensuite, à cause de Thinkerview, ils me pourrissent la vie. Je veux dire, c'est du foutage de gueule monumental. Mais ça ne marche pas comme ça, les gars. Moi, je ne suis pas venu pour ça en France. Hein. Je suis venu parce que c'est le pays des droits de l'homme. Je vous ai dit, je mourrais en essayant de le refaire, pays des droits de l'homme, comme il est censé être, s'il le faut. Donc, en espérant qu'il ne le faut pas, mais ça ne va pas m'empêcher. Donc, voilà. Alors, je parle de Juvin Brunet. Donc, est-ce qu'il est lui-même conscient de ce qu'il fait? J'en sais rien. Mais en tout cas, à chaque fois, il veut chauffer le public pour faire le 6 janvier à la française. Il utilise le narratif avec les mots-clés, machin, sataniste, état profond. Bref, il débarque de nulle part. Et en 2020, il avait encore son masque et il était complètement soumis au système. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, regardez la chose mignonne qui se passe maintenant. À 11h21, je sors la vidéo le 29 janvier. Le même jour, à 1h30, donc 2 heures après, 2h10 plus tard, Tristan Mendes France qui te sort une vidéo sur Juvin Brunet en te disant « Oh là là, le méchant complotiste Juvin Brunet » et du coup, lui qui était complètement soumis parce qu'il portait le masque et qu'après il est devenu complotiste, c'est l'exemple parfait des personnes qui ont été tournées pendant le Covid. Ouais, c'est ça, on te croit à fond, Tristan, c'est bien. En fait, il faut comprendre que maintenant, on l'a déjà dit de nombreuses fois, que Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt sont devenus un petit peu des points de référence. Ceux qu'ils attaquent, nous, on garde un œil dessus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de chances que les personnes qui sont attaquées par eux dérangent l'état profond. Mais eux le savent. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des agents et ils les attaquent pour leur accorder de la crédibilité. Et c'est Tristan Mendes lui-même, il avait parlé. C'est une des techniques du cadre framework, du framework des armes, qui s'appelle astroturfing ou astrosurfing, je ne sais pas quoi. Donc, que Tristan Mendes France est parfaitement au courant. Et donc, 2 heures après que j'ai parlé de mon truc et j'ai grillé le chauffeur de salle, Juvin Brunet, Tristan Mendes France, il va aller l'attaquer 2 heures après. Jusqu'à là, ça fait longtemps qu'il ne parle plus de moi, Tristan Mendes France. Je pense qu'il n'a pas envie d'attirer l'attention sur ce que je dénonce, en fait. Le cadre des armes, CTIL, tout ce que j'ai dit ce soir, toutes ces choses-là, en fait. Et donc là, tout d'un coup, et regarde, quelles sont les probabilités qu'il ait partagé la même chose que moi
à 2 heures de décalage. Et donc, pas seulement les bots, ils sont venus me massacrer sur X, hein, on va dire symboliquement, hein, parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Mais ils sont venus genre extrêmement nombreux, pas seulement, mais en plus de ça, il y a Merguez qui vient ajouter une petite couche et puis expliquer, oh là là, regardez, machin. Et puis il te sort des vidéos de Juvent Brunet qui parlent d'état profond, de satanisme. Machin. Ils ont pris notre discours, mon discours que j'ai commencé en 2020, et au mot près, ils l'ont copié, découpé, et ils ont dit état profond, sataniste, les enfants, et machin, et on va les protéger. Et puis c'est devenu, on avait Rémi Daillé. Il est venu, je ferai tomber l'État, j'ai l'armée derrière moi, et machin, et patriote, et toutes ces conneries-là. Rémi Daillé, c'était un escroc. Ok? Ça n'a pas marché. Richard Boutry, j'ai l'armée derrière moi, et machin, et truc. Je ne dis pas que ces personnes-là font partie du plan. Je dis qu'elles sont entourées par des personnes qui les manipulent et qui leur font croire ça. Ok? Donc, ils commencent à monter sur les grands chevaux, etc. Et puis après, et moi, je les pointe du doigt. Ce n'est pas comme ça que la révolution se passera. Le changement se passe à l'intérieur, en nous. Il faut d'abord que nous, on change pour que le monde change. Donc, tous ceux qui te promettent des Superman et des sauveurs extérieurs, etc., ce n'est pas une bonne idée. Moi, ce que je vous dis avec cette histoire de Trump, etc., le monde va changer. Mais si tu veux pouvoir suivre le changement, il faut que toi, tu changes. Et ça, c'est le plus dur à faire. Alors que ceux-là, ils te disent quoi? Ils te disent non, machin, allez dans un piège qu'on vous a tendu pour vous faire taper vous-même. Et donc, j'insiste et je persiste, qu'il le soit conscient ou pas, Juvent Brunet, il ne sert pas les intérêts de la résistance. Ni Richard Boutry. Et ce que je dis là ne divise pas, il faut arrêter les conneries. S'unir avec la bêtise, il ne faut pas le faire. S'unir avec des gens qui te disent viens, on court vers le ravin là-bas et puis on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on tombe, s'unir avec ça, c'est un signe de stupidité, ce n'est pas un signe d'union ou de force, de quoi que ce soit. Dans le message en dessous, il y a écrit seulement, on peut s'unir seulement derrière les lois naturelles et les lois du vivant. Seulement derrière ça, c'est la seule chose derrière laquelle on peut s'unir. Tout le reste, ce sont les idéologies humaines qui nous emmènent à des ravins et à notre propre extinction. Là, c'est plutôt, on doit chacun reprendre sa souveraineté qui vient avec sa responsabilité individuelle. Et ça passe par l'utilisation de son propre cerveau et d'arrêter de chercher qui vous suivez. Vraiment, les moutons se feront bouffer. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne m'adresse pas aux moutons. Moi, je pense que vous êtes des lions. Les lions ne se feront pas bouffer. Alors, on revient maintenant à l'article. Merci beaucoup Thierry. Météo solaire et géomagnétique, parce que ça, c'est super intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Donc, je vous ai partagé cette image qui montre un petit peu l'activité géomagnétique. Et vous voyez ici, c'est calme. Donc ça, c'est la fréquence 5,4 que j'avais parlé la dernière fois. Elle reste, elle reste, elle reste. Et puis d'un coup, une grosse explosion et puis après, plus rien. En fait, j'ai appris par la suite que le plus rien derrière, c'est que ce signal-là, il leur a paru tellement anormal qu'ils ont éteint la plupart des détecteurs pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont vu qu'en fait, non, ce n'est pas un problème. Donc, ils ont rallumé et qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Là, on est dans les fréquences les plus basses de la résonance de Schumann qui ont une intensité extraordinaire qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Et donc, quelqu'un que je connais, qui est un géologue, je sais pas, spécialisé un petit peu à ce genre de choses, il a dit que ce qui est en train de se passer, c'est que le champ magnétique de la Terre est en train d'un peu entrer dans une sorte de résonance avec l'activité solaire. C'est un petit peu comme les ponts. Tu sais, vous avez un pont, s'il y a un peu de vent, le pont il va bouger un tout petit peu. Si par contre ce vent continue à venir par des vagues, à un moment, le pont, il va se mettre à se synchroniser avec ça. Vous avez déjà vu, c'est le cas d'un pont qui s'est effondré à cause de ça. Et il entre en résonance avec le vent. Là, on dirait que le champ magnétique de la Terre est en train d'entrer en résonance avec ça. Et le plus bizarre, c'est qu'on dirait que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui empêchait
l'ionosphère et le champ magnétique d'être mobile comme ça. Et cette chose-là est partie en fait. Donc imaginez une pièce qui, vous tapez les mains dedans et qu'elle est remplie de rideaux et de canapés et de tapis. Si vous faites ça, en fait, ça ne rebondit pas longtemps. Il n'y a pas de réverbération. Eh ben, imaginez, ça c'était avant, comme si quelqu'un avait essayé de muter un petit peu la résonance de la Terre avec quelque chose, on ne sait pas quoi. Que cette chose-là est partie et que maintenant, ça résonne à fond. Et donc, ça résonne à fond, ça donne ce genre de choses. C'est comme si vous claquez les mains dans une cathédrale complètement vide. Ça fait des choses comme ça. Et donc, cette partie-là, ce n'est pas que le signal est parti, c'est juste qu'ils ont éteint les mesures. Et donc là, ça c'est en Russie qui a été détecté, mais on a eu la même chose au Canada. On a eu des grandes doses d'énergie qui sont venues. On a eu ça aussi en Europe. Donc, peut-être pas en même mesure, mais quelque chose de similaire. Et donc, j'ai été voir tout à l'heure et j'ai vu que, voilà, ça c'est la fin de cette explosion énergétique. Donc après, ça s'est calmé, mais depuis, vraiment, l'intensité, elle est hyper puissante. Donc, il semblerait vraiment que cette tempête solaire est en train vraiment d'avoir des impacts concrets sur la Terre. Donc, gardez ça en tête. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur vos cellules. Vos cellules vibrent. Et il y a d'ailleurs, c'est super drôle, il y a une étude scientifique qui est sortie récemment qui dit « Ah, devinez ce qu'on a découvert? On a découvert que les cellules vibrent. Elles vibrent à une certaine vibration qui est posée, qui est en résonance avec la Terre. » Et là genre, c'est les scientifiques, c'est les revues scientifiques, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, ouais, les revues scientifiques officielles. C'est pas le petit New Age-oïde, je ne sais pas quoi, dans son coin qui dit ça, tu vois. Et donc, vous avez ça. Ça a un impact sur vos cellules. Ces cellules-là qui essayent de se renouveler, je vous ai déjà dit, ça met le corps dans un état comparable à celui de la digestion. Et quand on digère, en général, on est un peu fatigué. Et quand on est fatigué, on est un peu irrité et irritable. C'est pour ça que je vous ai dit, allégez votre corps au maximum, prenez soin de votre corps. Reposez-vous le plus possible. Ça a un impact sur le sommeil très conséquent. Par contre, comprenez bien que là, c'est comme si on était branché au chargeur. C'est-à-dire que notre être entier, il est en train de se recharger. C'est juste qu'on n'a tellement pas l'habitude qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Et notre corps, il est en train de péter un plomb. Donc, reposez-vous, d'accord? Le plus possible. Mangez des choses légères le plus possible, des salades, des verdures, des légumes, des fruits, le plus possible. Dans cette période-là, évitez les nourritures très lourdes, genre les fromages très lourds, les viandes, et les trucs comme ça, évitez au maximum. Évitez dans les limites du possible et du raisonnable par rapport à votre santé. Je ne suis pas un conseiller en santé, ok? Je vous dis juste qu'est-ce que le corps a besoin pour ces périodes-là. Il a besoin d'un minimum de nourriture de meilleure qualité possible pour le corps. Et donc, vous avez les graines germées, les herbes vertes, les salades, les légumes, de préférence pas cuits. C'est pour ça que je dis salade. Et les fruits, ça c'est très bien. Les œufs, pas trop cuits avec le jaune liquide encore. Au maximum, c'est super important et surtout beaucoup de repos. Vous avez besoin de ça, sinon vous serez emmené à affronter le quotidien fatigué et donc plus irrité. Et donc, vous risquez de vous mettre dans une situation où vous allez galérer un peu. Et ce n'est pas une bonne idée. Donc, trouvez les moyens. Faites en sorte. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas et que vous remarquez que vous êtes en colère, sachez que ça ne vient pas forcément de vous, c'est que vous n'êtes pas aidé de ce côté-là. Donc, ça, c'est la première nouvelle. Et la deuxième nouvelle de la soirée, ça, c'est aussi super rigolo. Ça, c'est une chaîne YouTube que je vous conseille fortement si vous parlez l'anglais. L'astrologie de 2024, là, c'est le mois de février. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de voir ce dont ils parlent dans cette vidéo-là, parce que concrètement, ils te disent quoi? Ils te disent qu'on est entré dans un mois qui sera à l'image du temps de l'âge de Verseau dans lequel nous sommes entrés. Et donc, il te dit que le mois de février, les astres sont placés d'une telle façon avec Mercure, d'autres machins et d'autres trucs, etc., des choses que je ne comprends pas.
qui te dit que des révoltes populaires sont prévues par les astres pour ce mois de février. C'est-à-dire, dernière fois on a eu ce genre de contexte, ça a donné des révolutions. C'est pour ça que vous avez les images au début, en fait. Les étoiles sont propices pour des prises de conscience et des transformations. Donc, vous prenez ça, les étoiles, ils sont propices pour ça. Vous prenez aussi le soleil qui est en train de nous bombarder d'énergie en ce moment. Tout est là. C'est un moment de rupture avec le passé et une période propice pour mettre en pratique ce que nous avons appris depuis 2020. Début de cette ère du Verseau. Visiblement, les influences célestes visent aussi du côté de Taïwan. Ça, c'était un petit détail qui est mentionné à un moment parce qu'il y a il y a l'ombre de certaines planètes qui passent au-dessus de la Terre et ça fait une ligne. Et puis, cette ligne, elle passait au-dessus entre Taïwan et la Chine. Et c'était rigolo. Il dit ça pourrait être un moment de division entre ces pays ou de quelque chose qui pourrait se passer là-bas. Et le gars, il n'est pas du tout dans le complot, il n'est pas du tout dans l'actualité. Il n'a aucune idée de ce qui se passe en France et tout ça. Et donc, ce n'est pas le gars, c'est 3 personnes en fait. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce contexte-là avec les agriculteurs qui sont en train de péter un plomb et puis de voir aussi l'astrologie qui te dit ouais, c'est le contexte pour une révolution. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de ça, mais en tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt conscient pour l'avenir, premièrement, parce que plus ça va, plus je comprends ma véritable nature. Je comprends la véritable nature de l'homme et donc je comprends ma véritable nature. Et donc je comprends aussi la nature immortelle de ce que je suis et de ce que nous sommes tous. Et forcément, cette chose-là, ça te permet de relativiser face aux menaces et de dire, ouais, écoute, il arrivera ce qu'il arrivera. Le Christ est mort sur la croix. Ils ne vont pas me crucifier, on n'est plus à cette ère-là. Donc, quoi que ce soit, ce sera plus facile. Donc, je ne m'en bats les couilles. Voilà. Pardon pour le langage, mais j'en suis là, en fait. Et donc, renseignez-vous, creusez, cherchez. C'est un moment propice pour avancer dans vos recherches et creuser, chercher les réponses aux grandes questions existentielles. Je suis conscient aussi parce que je vois que derrière ce qui se passe en ce moment, ce sont des forces célestes face auxquelles les humains ne peuvent rien. Les humains ne peuvent rien. Donc n'importe qui sur la Terre qui se croit être sur la tête du monde, il se met le doigt dans l'œil vraiment très 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 profond. Donc après je vois aussi que je commence à comprendre qu'est-ce que l'intelligence grâce aux émissions qu'on a fait sur l'intelligence artificielle et tout ça, et de voir aussi cette histoire de mort et de résurrection. Et je vois que oui, l'humanité là, elle est en train de mourir. Mais ce n'est pas ce que tout le monde imagine en fait. Ce qui est en train de mourir, c'est le concept de ce que nous croyons qui est un humain. C'est-à-dire un tas de viande qui par hasard se trouve avoir une confiance et parler 2-3 mots et pouvoir communiquer. Parce que c'est ça qu'on nous apprend à l'école, tu vois. L'homme, c'est pas ça. Avec un gros H. L'homme, avec un gros H, ce n'est pas ça. Chacun de nous est une cellule d'un grand corps, d'un archétype vivant qui est l'homme. Okay? Et celui-là, il est sur le point de naître. C'est pour ça aussi que tous les textes anciens te parlent des douleurs de naissance, etc., etc. Et donc, c'est un processus qui est à la fois inarrêtable et en même temps nécessaire pour... C'est un petit peu un processus de naissance. Tu sais, à la naissance, il y a plusieurs choses qui se passent. Dans le corps d'une femme, le corps se développe dans l'eau. Et ben nous sommes enveloppés des eaux. C'est écrit dans la Bible et dans différents textes. Ensuite, les eaux se séparent du corps et sortent les premiers. D'accord? Et ensuite, le bébé sort avec le placenta. Et ensuite, on sépare le bébé du placenta. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a plusieurs séparations qui vont se faire. Et puis, chaque humain qui va comprendre sa véritable nature deviendra une cellule saine de ce corps qui sera l'homme nouveau. Le retour du Christ, comme appelleraient les prophètes et tout ça. Et après tout le reste, ça partira au recyclage. Parce que la nature ne gaspille rien. Mais ça partira au recyclage. Donc, tous ceux qui ne suivent pas cette direction vers le nouveau monde, ce n'est pas eux qui gagneront, c'est eux qui finiront à la poubelle, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que ce processus de grand réveil, c'est quelque chose d'inarrêtable, d'indispensable et de divin, face auquel aucun des pouvoirs de cette ère-là ne peut rien.
Et même les pouvoirs célestes, en fait, ils ne peuvent pas être contre parce qu'ils en sont à l'origine. Donc nous, humains, en fait, la seule raison pour laquelle on voit la souffrance là-dedans, c'est parce qu'on a été déconnectés. Parce qu'on nous a appris qu'on est juste un tas de viande qui arrive à réfléchir. On n'est pas que ça, en fait. J'ai entendu quelqu'un de très sage récemment dire, tu sais Léo, le corps, c'est le placenta. Pardon, je dis. Tu vois, quand un bébé est né, tu as le placenta et tu as le corps du bébé. Et les humains qui glorifient le corps, c'est comme les humains qui prendraient le placenta et jetteraient le bébé. Donc, c'est notre esprit qui est la véritable création. C'est sur ça qu'on doit se concentrer. Bref, donc tout ça pour dire, ça va aller. Et je pense que pour moi, le temps est venu de fermer ce live parce que j'avoue qu'entre la préparation de l'émission, toutes les galères qu'on a eues pendant l'émission et tout ça, et toutes les attaques récentes, je pense que là, je peux aller me reposer tranquillement 2 minutes, respirer un coup. Et je vous laisse avec cette magnifique chanson Thierry, Prière, la deuxième que je t'ai envoyée. Je vous laisse avec cette magnifique chanson qui est plus que... On va faire la pause musicale à la fin. Elle est plus que pertinente pour les temps dans lesquels nous vivons parce que sachez que vous avez la possibilité d'accéder à ce nouveau monde. Peu importe où vous vivez, peu importe votre état de santé, peu importe votre état financier, peu importe votre état... Toutes ces choses-là, c'est juste un théâtre pour manipuler l'esprit. Si vous faites le choix du divin et que vous priez pour ça, c'est-à-dire posez-vous dans un coin et priez, dites à voix haute, je veux, je te cherche. Faites ça et vous allez voir, il va se manifester. Mais faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Ça ne sera pas fait. Du coup, la responsabilité de chacun de nos vies est sur chacune de nos paires d'épaules. Voilà, c'est sur nos épaules. Il n'y a personne d'autre qui est responsable pour nos vies que nous. OK? Donc, prenez la responsabilité de votre vie sur vos épaules. Soyez forts, soyez courageux et ensemble, on va y arriver. On finit avec cette chanson magnifique. Seigneur, aide mes pensées à raisonner correctement. Ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche à mon âme en essayant de la connaître. Ma mémoire veut accroître mon mal en soufflant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Je me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel créateur, tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds, un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre, du libre arbitre, mon espèce se retourner vers le démon. Et mon espèce me dit folle lorsque ce fait je le dénonce. Fixe siècle de torture, le cérébral spécule ordure, le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune, non pas leur connaissance tordue, mais l'immuable que rien ne corrompt. Nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdue, car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le doute, donne-leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit connais-toi, pour voir le ciel faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, discernant pas le subtil, mais voudraient donner des leçons aux serviteurs de ta lumière. Ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton amour. Alors je t'en prie, éclaire-moi, ce monde veut me mettre dans un moule. Se fout pas mal de nos désirs, c'est du cœur, pas de l'ego. Alors j'agis avec amour pour mieux l'entendre dans ton écho. Seigneur, soigne ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Reste près de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffles la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes quand s'ouvre la nuit. Réconforte de ton amour l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde inhumain écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles
veux qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'ego ni la tête, afin de plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre, que le poids de nos karmas redevienne plume, et que les rayons indigo de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Thierry, c'est censé être fini le live.